Grand C, une guerre engendrant une recomposition territoriale. L'Europe est redessinée lors des traités de paix qui se déroulèrent en 1919-1920. Le plus connu fut celui de Versailles, qui statua sur le sort de l'Allemagne. Les Alliés ne s'accordèrent que sur 2 points, à savoir que seuls les États vainqueurs auraient voix au chapitre et qu'il fallait isoler la Russie communiste par un cordon sanitaire. D'États puissants capables d'endiguer une vague de révolution bolchevique sur l'ensemble du continent. Ensuite, les divergences furent multiples. Les États-Unis, sous la conduite de Wilson, prônaient une diplomatie morale visant à établir une paix durable. En 14 points, le président américain imposa les principes fondateurs de la New Diplomacy, assurer la prospérité économique de tous les États, et en premier lieu du sien, bien sûr, afin de stabiliser les situations économiques et sociales, en prônant le libre-échange, l'accès à des ports en eau profonde pour tous les pays. Deuxième point, respect du principe des nationalités en créant des États-nations et en évitant de faire vivre des populations allogènes au sein d'États à l'identité ethnico-religieuse clairement établie. Création de la Société des Nations, SDN, premier essai de diplomatie multilatérale devant permettre d'annihiler les tentations d'alliances bellicistes pour faire prévaloir le droit de tel ou tel État sur telle ou telle région. L'objectif est donc de démonter l'engrenage diplomatique fatal qui s'était mis en place à l'été 1914, où les alliances qui auraient dû être un frein à la guerre ont été leur accélérateur. Les objectifs de la SDN comportaient le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de la sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation et l'amélioration globale de la qualité de vie. On a longtemps souligné l'inefficacité de la SDN, inefficacité liée à l'absence des États-Unis à cette organisation, de la Russie bolchevique, puis du retrait des puissances bellicistes et expansionnistes dans les années 30. Cependant, de voir que la SDN a joué un rôle majeur dans des accords territoriaux en Europe centrale dans les années 20. Il faut donc voir que, à long terme, bien sûr, cette organisation a été un échec face aux positions agressives des forces de l'Axe et du Japon, mais qu'un véritable espoir et une véritable dynamique s'étaient mis en place dans les années 20. Notamment en favorisant les accords économiques entre la France et l'Allemagne, afin de mieux lisser la dette allemande. L'Angleterre, toujours fidèle à sa conduite, voulait faire prévaloir l'équilibre européen rompu par l'isolement russe et l'effondrement allemand. Ainsi, l'ancien allié soutint du bout des lèvres les demandes françaises qui voulaient étrangler l'Allemagne. Celle-ci se vit imposer des décisions extrêmement brutales et sévères de la part de la France, perte d'1/7 de son territoire, amende colossale, réduction de son armée à 100 000 hommes avec privation de tous les moyens modernes d'armement, avions, chars, fortifications, et placement de la Rhénanie sous occupation militaire française. Et interdiction de mettre en place des forces armées à l'ouest du Rhin. Derrière ce diktat imposé à la jeune République de Weimar se cache cependant un certain nombre de faiblesses. Jacques Bainville s'inquiéta, dans les conséquences politiques de la paix, de la faiblesse militaire des alliés orientaux de la France. Les armées tchécoslovaques et polonaises des années 20-30 n'ont rien de commun avec le rouleau compresseur russe de 1914, même si celui-ci avait connu quelques ratés. L'État allemand, jusque-là affaibli par le maintien d'un puissant régionalisme, connaît une centralisation sans précédent pour ce pays unifié depuis 1870. La puissance politique est donc renforcée, même si son potentiel militaire est provisoirement affecté. Sauf que, en secret, on voit que l'ensemble des gouvernements de la République de Weimar avaient préparé un réarmement en complicité avec des milieux militaires franchement revanchards. Et ceci avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
On voit donc que chez les dirigeants de la République de Weimar existait un double discours, un discours officiel tourné vers l'extérieur qui visait à l'apaisement avec la France et un discours intérieur où un certain nationalisme se faisait jour et où l'Allemagne pensait déjà à la revanche. Ce double discours explique la sévérité des Alliés après la Seconde Guerre mondiale avec le véritable démantèlement du pays à travers les accords de Potsdam et Yalta, mais nous en reparlerons plus tard. Enfin, l'Italie se sent flouée car elle n'obtient pas les fameuses terres irrédentes situées sur la côte orientale de la mer Adriatique. Ces terres sont dominées par le jeune État yougoslave, engendrant frustration et incompréhension d'une population durement frappée par le deuil et peu encline à pardonner cet abandon par des politiciens romains jugés incompétents, inefficaces, voire étant de véritables traîtres. Derrière les aspects flatteurs, démilitarisation de l'Allemagne, baisse des minorités nationales, respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, progrès de la démocratie en Europe centrale, de lourdes menaces se font jour. Les États sont menacés par des révoltes sociales et politiques grandissantes, tentative de coup d'État en Hongrie de Béla Kun, tentative de coup d'État des spartakistes en Allemagne. La violence de rue se répand, notamment dans les pays frustrés par le résultat des traités de paix. Un violent conflit éclate entre la Grèce et la Turquie, conduisant à l'évacuation catastrophique de centaines de milliers de Grecs des terres égéennes et de l'Anatolie. Des terres égéennes, des côtes égéennes de l'Anatolie, et à la remise en cause du traité de Sèvres par une puissance qui n'aura jamais à répondre du premier génocide de l'histoire perpétré contre la communauté arménienne entre 1915 et 1916. La Turquie renaît sous le joug de Mustafa Kemal, qui va établir un régime puissant, laïque, moderniste, mais qui va nier le génocide arménien afin d'assurer une forme d'unité nationale. Elle va chasser les Grecs des côtes, mais ça j'ai déjà dit, c'est bon.